Après tout le monde, Moi, finalement, c'est bien. c'est très confortable et puis c'est très, voilà, c'est très passionnant. Alors évidemment, tout ce que nous avons entendu là, nous sommes globalement tous et toutes d'accord ce soir. C'est pas pour rien qu'on est là. On a un socle commun très, très fort que j'entends dans tout ce que je dis. Et puis en effet, après, il y a des nuances, je dirais, des inflexions que l'on donne ou pas. Alors peut-être que plutôt que de commencer par interroger, vous interroger trois ou quatre, je vais peut-être exposer très rapidement pour le coup les bases de mon féminisme, disons, et pourquoi j'ai pensé assez vite qu'en réalité mon féminisme était complètement convivialiste. À mon insu, j'étais le monsieur Jourdain, la madame Jourdain du convivialisme en fait. Donc pour vous expliquer cela, il faut que je vous dise dans quelques grands axes, ce sera forcément très succinct, mais dans le livre, l'unique livre que j'ai écrit sur le féminisme et sur les femmes, je dis l'unique parce que je ne suis pas une féministe professionnelle, comme il y en a, et elles me semblent d'ailleurs fort utiles, Geneviève Fraisse ou même Françoise Héritier, ou sont des féministes professionnelles au sens où elles ont mis toute leur énergie et leur pensée dans le développement de la théorie féministe. Moi, je fais aussi d'autres choses, j'ai d'autres sujets de préoccupation, disons, mais il y a eu un moment où j'ai eu envie d'écrire un livre sur le féminisme parce que je trouvais que le féminisme tel que je le voyais se développer prenait des voies qui me chagrinaient et qui me paraissaient régressives. D'où le très mauvais titre de mon livre que j'avais appelé La tentation de Pénélope. C'est un titre vraiment très énigmatique, mais je voulais dire que je redoutais que le féminisme actuel soit en train de défaire, de détricoter, de détisser, comme Pénélope la nuit, soit en train de détisser les acquis du féminisme antérieur. Alors, pour le dire rapidement, ce livre, j'ajoute une autre chose. Ce livre, je l'ai commencé par un chapitre qui me fait toujours très plaisir d'avoir écrit. Ce premier chapitre, La tentation de Pénélope, s'intitule Désiré, et je raconte l'attente et la rencontre d'un homme imaginaire, avec une petite scénette imaginaire, et je termine ce chapitre donc par cette phrase qui me fait toujours rire: cette merveille que les hommes existent. Et ça me fait rire évidemment parce que je ne pense pas qu'il y ait beaucoup de livres féministes, et je me sens très féministe, je dis même souvent que je suis féministe radicale, mais je termine donc ce chapitre par cette merveille que les hommes existent. Pourquoi ? Parce que mon féminisme est fondé sur l'idée, qui n'est pas si développée que ça malheureusement, l'idée que hommes et femmes sont en relation et que rien ne peut se penser hors de cette relation, de ces relations. Et que penser le féminisme, c'est d'emblée admettre que nous sommes dans un système de relations qu'il va falloir interroger, bien sûr, mais c'est ça le fondement de mon féminisme. Parce que, bien sûr, nous sommes en interaction, nous sommes dans l'interdépendance, et c'est en quoi j'ai voulu aussi développer un féminisme qui ne soit pas abstrait. Ce qui est drôle, c'est qu'aujourd'hui, on attaque l'universalisme, duquel je m'en revendique absolument, comme Pauline. On attaque l'universalisme en lui faisant le procès d'être abstrait. Et je n'ai jamais très bien compris ce qu'on voulait dire par là. Il n'y a rien de plus concret que l'universalisme. Et la preuve en est que quand je parle du féminisme, justement, je ne parle pas que des femmes. Je parle des femmes et des hommes, des femmes face aux hommes, avec les hommes, contre les hommes, bref, dans l'interaction avec les hommes. Et j'allais ajouter que, oui, la preuve qu'il est concret, cet universalisme, c'est que beaucoup de féministes et de jeunes féministes, moi je suis moins contente que vous de la tournure que prend le jeune féminisme. Beaucoup de jeunes féministes considèrent qu'il faut penser aux femmes comme une entité autonome, une espèce de bloc. Les femmes, avec ce qu'elles sont, ce qu'elles font, etc. Et puis, on ne parle que d'elles, au fond. Et moi, je ne crois pas qu'on puisse parler des femmes. Je ne crois pas que ce soit un bloc, que ce soit une unité. Je pense que les femmes sont en relation avec les hommes. La preuve, la plupart des femmes, encore aujourd'hui, aiment des hommes, couchent avec des hommes, font des enfants avec des hommes, passent leur temps avec les hommes. Donc, nous sommes en relation, et si nous ne prenons pas ça en considération, c'est un féminisme abstrait qui va naître
de cette absence de prise en considération de la relation. La deuxième chose que je pourrais dire sur cette question de la relation, d'être en relation, c'est que, bien entendu, je crois que là on est vraiment d'accord, il n'y a pas de définition des femmes, il n'y a pas, tout à l'heure, Florent, tu m'as un peu fait peine en parlant de la femme, de l'homme. Oui. Vraiment, on ne peut pas utiliser ce vocabulaire, on ne peut pas utiliser ce genre de jeu. Voilà. Il n'y a pas la femme, il n'y a pas l'homme, il y a des situations, tu le disais au début d'ailleurs, il y a une personne qui à un moment donné est en relation avec une autre, et parlons de moi, je ne suis pas la même quand je suis face à mes étudiants, face à ma grand-mère, face à ma mère, face à mes neveux, face à mes amis, etc. Ce jeu est complètement mobile, il est fonction de la relation dans laquelle je me trouve, et c'est cela, mon identité, ou mes identités. Et j'ajoute, parce que aussi cette question d'identité me paraît être vraiment une menace aussi pour la réflexion aujourd'hui, j'ajoute que je ne crois pas qu'il y ait des identités. C'est même pas qu'il y ait plusieurs identités, c'est qu'il y a des identifications, c'est-à-dire des moments provisoires qui sont liés justement aux relations dans lesquelles je suis prise, aux interactions dans lesquelles je suis prise, et qui font qu'à ce moment-là, j'ai une identification. Mais elle va changer l'instant suivant ou dans la relation suivante. Donc vous voyez que quand je dis que nous sommes en relation, je le fais jouer au maximum de ce que ça veut dire être en relation, c'est-à-dire même comme profonde définition de ce que, je récuse un peu le terme, enfin de ce qu'on pourrait appeler l'identité féminine en l'occurrence, mais ça marche absolument pour les hommes, ce que je suis en train de dire. Dire d'autres, je voudrais reprendre évidemment l'idée du jeu m'est très chère, et dans le nouveau chapitre que j'ai ajouté à Pénélope après MeToo, qui m'a semblé marquer un moment de l'histoire assez intéressant, de l'histoire des féminismes et des femmes. Qu'est-ce que j'allais dire? Oui, le jeu. Oui, je pense qu'on joue. Je pense en effet que les rôles que nous adoptons sont des jeux. Et je dis souvent, avec beaucoup de coquetterie, que je joue à la femme. Je dis avec coquetterie parce que je pense que je ressemble à une femme, mais je pense que je ressemble à une femme et que j'entretiens même cette allure, manifestement, par jeu. Parce qu'il m'arrange d'être regardée comme une femme. Ça m'arrange à quel moment d'ailleurs? D'abord, ça m'arrange parce qu'il faut bien que j'adopte quelque chose dans la société. Je trouve que pour moi, le plus facile, le plus commode, c'est d'avoir l'air d'une femme. Mais en réalité, je pense que ça ne m'intéresse pas tellement d'être une femme. C'est-à-dire que ça ne m'intéresse que dans une série de circonstances. Ça m'intéresse dans le cadre de relations amoureuses, disons, pour le dire schématiquement, avec les hommes. Alors oui, quand je suis devant un homme désiré, qui pourrait être une femme, d'ailleurs, peu importe, hein, l'objet que je désire peut être un homme ou une femme, le fait est que moi, je vais me situer à ce moment-là dans un genre. Eh bien, à ce moment-là du rapport amoureux, disons, j'ai très envie d'être une femme. J'ai très envie de jouer à la femme. J'ai très envie que ce soit ça qui soit mon rôle du moment. Le reste du temps, c'est-à-dire quand même la majorité de ma vie, je me fiche éperdument d'être une femme ou un homme. Et d'ailleurs, je ne me sens pas, je suis une femme, je me sens un être humain. Je me sens vraiment un être humain en train d'agir, et c'est la seule chose qui m'intéresse. Et la liberté, parce que c'est la chose qui m'intéresse, la liberté que je vise, c'est la liberté de faire, et non pas la liberté d'être. Et là aussi, c'est un déplacement qui me tient beaucoup à cœur. Toutes ces revendications sur l'identité féminine, et au fond, est-ce que c'est être une femme, etc., ne m'intéresse pas tellement. Ce que je veux, c'est savoir ce que j'ai le droit de faire. Dites-moi ce que je peux faire, et je saurai si je suis dans une société libre ou pas, si on m'accorde d'être une personne libre ou pas. Donc ce déplacement de l'être au faire me paraît aussi central, disons, dans la définition du féminisme. D'où peut-être aussi ma réticence, pour quand même revenir sur ce que vous disiez, Geneviève, sur le propos de l'écoféminisme. En effet, il se trouve que du fait de leur histoire, les femmes sont des êtres sensibles aujourd'hui peut-être à la fragilité.
et à la dépendance et à l'interdépendance plus que les hommes, évidemment. Le problème aujourd'hui, me semble-t-il, c'est que les écoféministes ont tendance, malgré qu'elles en aient, elles ont tendance à réessentialiser le féminin et à créer tout ce discours. Ouais, je sais pas. Enfin voilà, en tout cas, moi qui suis écologiste et féministe, je me méfie un petit peu de ces associations, disons, imaginaires entre le féminin et la nature, par exemple, parce que ça fait quand même longtemps qu'on nous a coincés à ce titre-là, et aujourd'hui, je m'en méfie un petit peu. Mais enfin voilà, par ailleurs, en tant qu'écologiste, je suis tout à fait contente que les femmes soient sur ce terrain-là aussi. Peut-être qu'après ce sera intéressant de discuter, donc je ne vais pas insister, je veux juste dire peut-être aussi que j'étais très sensible, bien entendu, vous l'aurez compris, à l'idée de la marge de manœuvre, au fond, que défendait Pauline Arrêt tout à l'heure. C'est-à-dire que quand on défend la liberté, on défend aussi cette idée que, enfin, on est libre si on a de la marge de manœuvre, mais, j'ajouterai pour terminer, on a de la marge de manœuvre si on prend la responsabilité d'avoir de la marge de manœuvre. Et donc, bien entendu, je suis très catastrophée, là, pour le coup, par les discours victimaires qui sont aujourd'hui très généralisés dans la société. Je ne pense pas que nous sommes des victimes, ça ne m'a même jamais traversé. Nous et d'autres sont à un moment donné victimes d'une situation de violence, etc. Mais se vivre comme potentiellement des victimes, comme essentiellement des victimes, ça c'est un vrai problème. Nous sommes des êtres qui avons une marge de manœuvre, qui avons une possibilité d'action, d'intervenir. Nous avons aussi une responsabilité de le faire et de la manière dont nous allons prendre place dans cette société. Parfois, on a un peu bataillé, on ne nous a pas accordé toutes les places, etc. Mais je dirais, parce que mon plus grave défaut étant optimiste, je dirais qu'aujourd'hui ça ne va pas si mal, que si on fait attention, on est quand même, et s'il n'y a pas de régression majeure, ça c'est une autre question, il pourrait y en avoir, mais aujourd'hui, si on continuait sur la voie qui est la nôtre depuis maintenant au moins 100 ans, disons, ça va pas mal, ça avance bien, et pas du côté de la victime. Et enfin, j'ajouterai une dernière chose, il se trouve que, à propos d'humanisme, je tiens beaucoup à défendre l'humanisme. Je pense que si nous sommes là, si nous tenons les discours que nous tenons aujourd'hui, c'est parce que nous sommes ancrés dans cette culture humaniste qui a ses défauts, qui a ses déviances, etc. Mais je vous rappelle donc cette phrase d'Erasme qui dit tout simplement « Les hommes, crois-moi », il veut dire les humains, les hommes, crois-moi, ne naissent point hommes, ils le deviennent par un effort d'invention. C'est ça. Il a dit que c'est notre mouvement. Non. C'est du plagiat par association. Mais en tout cas, l'idée de « ils le deviennent par un effort d'invention », c'est ça la définition profonde de l'humanisme. Et à mon avis, on a intérêt à s'y accrocher.